Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu de Battle of Five Armies publié par Ares Games en 2014. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement, expliquer la mise en place et parler des conditions de victoire. Alors voilà, le cycle est complet. On a couvert War of the Ring. Je suis en train, au moment où j'enregistre cette vidéo-là aussi, de couvrir Dune War for Arrakis. Il faudrait pas oublier leur petit frère, si on veut, le petit négligé des trois, peut-être. L'enfant du milieu, comme on l'appelle des fois. Fait que The Battle of Five Armies, c'est les mêmes trois designers cette fois, même Roberto Di Milio est là. C'est les mêmes trois designers que War of the Ring. Euh, dans la chronologie, là, on se perd un petit peu parce que là, ce qui est arrivé, c'est que War of the Ring, première édition, est sortie. Après ça, ils ont sorti la Collector's Edition de War of the Ring. Après ça, ils ont sorti la deuxième édition de War of the Ring, ce qui est joué là, majoritairement de par le monde là, depuis un bout. Là. Ça, c'est sorti en 2011. La deuxième édition de War of the Ring est sortie en 2011. Officiellement, The Battle of Five Armies est sorti en 2014. Puis ils ont sorti une Collector's Edition de Battle of Five Armies en 2021. D'ailleurs, dans le module de Tabletop Simulator dans lequel on se trouve présentement, là, vous avez les figurines peintes, ce qui est le cas dans la Collector's Edition, dont il n'y a que 1500 copies dans le monde. Mais la plupart d'entre nous, pauvres mortels, on est pogné un petit peu comme War of the Ring là, pour jouer avec une version où les gentils sont tous bleus puis les méchants sont tous rouges. Là. Fait que la map est pas mal pareille. Là. Mais je dois dire aussi, par exemple, que le module de Tabletop Simulator ajoute ce qu'on appelle dans le jargon des quality of life intéressants, comme l'identification des régions, des territoires, pardon, il faut utiliser les bons termes. L'identification des territoires comme ça c'est intéressant. Une couple de petits placeholders là, pour Béorn, pour Bilbo, qui sont pas présents dans le jeu physique. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Là. Mais grosso modo, ce que vous avez dans le jeu physique, c'est ça, mais avec un paquet de figurines bleues, un paquet de figurines grises, puis un paquet de figurines rouges. Euh, le jeu est disponible en français, La bataille des cinq armées. Je l'ai chez nous, je vais la boîte en français. J'espérais pouvoir jouer avec mes enfants, mais il faut croire qu'ils sont pas encore tout à fait assez vieux pour se faire torcher par papa. Ils sont tannés, fait que on va attendre qu'ils vieillissent un petit peu, comprennent le jeu, mais au niveau des stratégies, disons que moi je suis de l'école où je laisse pas de chance aux enfants quand je joue contre eux autres, on apprend à la dure. Fait que donc comme ça, on va repousser ça peut-être quand ils vont être fermement entrés dans l'adolescence. Euh, bon, il y a une Collector's Edition aussi, comme je disais. Tout ça, ou à peu près, ben, tout ça, je pense, est out of print. Là. Je pense pas que vous pouvez acheter neuf une copie de la bataille des cinq armées, ce qui montre que la chaîne ici n'est pas à propos des nouveautés qui sont en vogue nécessairement, mais des bons jeux et des bons classiques des fois. Euh, vous pouvez vous le procurer, ceci dit, usagé, c'est ce que moi j'ai fait. Ça va être une playlist complète, mais une playlist qui assume une connaissance de War of the Ring. Fait que quand il y a des affaires qui sont identiques à War of the Ring, je vais passer très très rapidement. Fait que ça va être une playlist plus courte. C'est un jeu qui est moins complexe aussi que War of the Ring. Il n'y a pas toute la dynamique justement là, de la traque de l'anneau puis ces patentes-là. Là. Il y a d'autres petites particularités. C'est pas un jeu qui est simple non plus, mais n'empêche, si votre crainte par rapport à l'initiation peut-être là, de gens qui sont pas trop gamers à ce jeu-là. Si votre crainte c'est la complexité, peut-être mieux de commencer avec celui-là. Il est quand même moins compliqué que War of the Ring. Au niveau de la durée, je suis complètement bafoué, là, confus, je sais pas trop quoi. Sur la boîte de Battle of Five Armies, c'est écrit 60 minutes et plus. Ah, c'est épais, ça, c'est comme il n'y a pas de scénario là, qui vient avec le jeu. Là. Un setup, bang, c'est ça. Comme War of the Ring, bon, on y va avec ça. Fait que 60 minutes et plus, que c'est ça, Chris? Premièrement, jouer à ça en une heure, c'est absolument impossible. C'est digne d'un speedrun de jeux vidéo. Là. Euh, Puis 60 minutes et plus, on va voir ça sur des boîtes. Des fois, quand il y a des. Tu sais, il y a différents. Ah, voici le scénario court, que lui, effectivement, il prend juste une heure. Mais tu sais, si vous voulez jouer la campagne ou je sais pas trop quoi, là, ça va prendre plus de temps. Mais là, Chris, il n'y a rien dans la boîte. Il y a un seul setup. BGG est un petit peu plus réaliste, mais en même temps, sur BGG, je vous niaise pas, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, c'est écrit de 90 à 240 minutes.
entre 1 heure et demie puis 4 heures. Tabarnak! Euh, j'ai joué 2 games avec Rami là, dans le cadre de nos lundis de gaming d'hiver. Euh, Puis effectivement, on s'est passé le commentaire. J'étais sous l'impression, je ne sais pas pourquoi, que c'était vendu comme étant un jeu plus court aussi que War of the Ring. Tu sais, mettons War of the Ring 3 heures-ish, puis ça 2 heures-ish. Calisse, moi Pyramid, on n'est même pas proche du 2 heures là, de jouer à ça. Ça dépasse quasiment War of the Ring pour des raisons que je vais éventuellement couvrir dans les vidéos. Fait en tout cas, BGG est mêlé, la boîte est fucking mêlée, moi je suis mêlé. Je vous dirais, là, c'est comparable à War of the Ring. On va dire que 2 joueurs habitués peuvent jouer à ça aussi vite qu'à War of the Ring. C'est celui que j'aime le moins dans les trois. Mettons, si j'avais à faire un classement, là, mettons de ces designers-là, le War of the Ring, Dune, et puis Dune m'excite en esti ces temps-ci, là, comme vous le savez. Puis Battle of Five Armies est en troisième. Ceci dit, être troisième de ce trio-là, ça veut quand même dire être supérieur à beaucoup, beaucoup de cochonneries qu'il y a sur le marché en ce moment. Fait que c'est pour ça que je le couvre d'ailleurs. Alright, let's go avec le setup. Euh, Là, pour ceux qui viendraient d'une autre planète, là, ce jeu-là représente la bataille des 5 armées. Là, c'est la bataille à la fin du Hobbit. Donc, ça précède le Seigneur des Anneaux. C'est la grande crise de bataille. Là. Ils ont appelé ça les 5 armées parce que je pense gobelins, orques, nains, humains, puis les aigles ou je sais pas trop quoi. Là, en tout cas, il y a 5 armées d'impliqués au total, là, puis ça brasse partout en crise. Là, puis là, c'est même Smaug qui arrive à la fin. Smaug est un absent notoire de cette bataille-là, curieusement. Là. Même pas représenté par une carte, c'est complètement boudé par les designers. Bref, anyway. On aura l'occasion d'y revenir. Fait que voici la map là, où se passent les affaires. Là, on a les ruines de Dale ici là, pour vous situer. Là, la front gate d'Erebor, la montagne qui a été comme entre guillemets là, reconquise éventuellement par les nains. Là, la montagne où se terre Smaug. Euh, bon, fait que le setup au début, vous allez avoir ce que le jeu appelle des recruitment tokens. Vous en avez de trois types. Vous avez des recruitment tokens d'elfes, de nains et d'hommes qui sont comme fusionnés ensemble. Puis vous avez, ceux qui sont dans le module TTS, des recruitment tokens de Shadow. OK? Puis ça, c'est des recruitment recto verso. Euh, Puis j'ai ça en crise parce qu'ils mettent ça dans un pochon. Il n'y a pas de pochon qui vient avec le jeu de base, d'abord. Puis deuxièmement, c'est des hosties de tokens que vous devez prendre. Ces tokens-là, c'est une des affaires qui me fait un peu chier dans le jeu. Là. Il y a une couple d'affaires qui me fait chier dans le jeu. C'est bon pareil, mais il y a une couple d'affaires qui me fait chier. Puis ces tokens-là, normalement, il faut les randomiser. Puis la façon de les randomiser, là, c'est que vous les colissez toutes. Tu sais, là, on les prend toutes, là, on les met ici, là, puis là, on les brasse, là, puis là, en les brassant, il y en a un qui finit par flipper, par Chris, lui, je l'ai vu. Fait que là, on se ferme les yeux, on brasse encore, tu sais. Ah, c'est que ça me fait chier de brasser quelque chose comme ça. Vous pouvez les mettre dans un token si vous avez des doigts hyper sensibles, tactiles, là, puis que vous êtes capable, c'est quasiment mon cas, là, quand vous pigez dans un pochon, de dire, ouais, d'après moi, ça c'est le recto, puis ça c'est le verso. Tu sais, les tokens, des fois, sont plus lisses. Euh, d'un côté ou de l'autre, là, mais le point, c'est que quand vous tirez un token de ça, même si c'est votre token, comme les tokens des peuples libres, là, vous n'êtes pas supposé de voir le verso avant que vous le tourniez. Fait que c'est pour ça que la façon classique de shuffler ou de mélanger ça là, direct à la table est la façon privilégiée. De toute façon, le jeu ne vient pas avec des pochons, puis les pochons ne sont pas la solution à ça. Bref, au début de la game, vous allez prendre tous les tokens pareils. Fait que voici les tokens d'elfes. Dans TTS, ça va bien. Dans Tabletop Simulator, ils vous les tirent face down par défaut. Vous êtes prêt à colisser ça dans une région, mais dans la vraie vie, si vous pigez ça d'un pochon, mais faut pas que vous le voyiez, il faut que vous le mettiez du bon côté. Là. Fait que nains et hommes, elfes, puis token de shadow ici, là, vous les séparez, puis normalement vous les brassez. Comme dans War of the Rings, ça c'est très bien fait. Vous avez un hostie de beau setup, belle image du setup dans le rulebook avec, tu sais, mettre tel type de unit à telle place. C'est déjà fait dans Tabletop Simulator, là, mais vous avez un truc visuel là, pour être capable de vous retrouver. Là, parce que la plupart des régions n'ont pas de nom, là, mais avec ce dessin-là dans le rulebook, vous ne pouvez pas vous tromper. Fait que vous mettez les bons types d'unités aux bons endroits. Euh, le jeu commence aussi avec certains recruitment tokens déjà sur le board. Fait qu'en cas là, vous allez les piger du pochon ou les prendre au hasard, puis vous allez les colisser où est-ce que le rulebook vous dit de les mettre. Vous allez mettre ces deux
tokens-là ici, là, qu'on appelle des tokens qui indiquent que la passe de montagne est fermée, là. En gros, les gobelins vont s'accumuler ici, là. Puis quand il va en avoir une quantité suffisante, ça va décalisser. Puis là, à ce moment-là, les gobelins vont pouvoir descendre de la montagne pour venir se jeter sur les pauvres peuples libres. Même affaire ici. Mais au début, la passe de la montagne est fermée. Fait que vous venez mettre ça par-dessus la petite flèche qui est là, puis par-dessus la petite flèche qui est là, pour indiquer que pour l'instant, là, vous ne pouvez pas passer d'une case à l'autre. Les decks sont shufflés. Il y a 4 decks dans ce jeu-là, on va y revenir. Deux decks de 20 cartes, un pour le Free Peoples, puis un pour le Shadow Player qu'on appelle des Story Cards. Il y a un deck de 30 événements génériques. Oui, yes, génériques partagés par les deux joueurs. Puis il y a un deck, où est-il? Le deck de Fate, qui est ici, qui contient 9 petites cartes qui est à l'utilisation du joueur des peuples libres. Fait que shufflez tous les decks avec le même endo, puis vous allez être correct. Vous allez mettre le marqueur de Fate et le marqueur de point de victoire sur la case 0 de la Fate Track ici. Puis vous allez mettre, leur face est indiquée là, quand même. Là. Vous allez venir mettre les quatre leaders, ou en tout cas figurines des peuples libres qui sont pas en jeu au début. J'ai nommé Bilbo Baggins, Thorin, Écu de Chêne, le Seigneur des Aigles et le Béorn qui est là. Chacun sur leur case respective de ce truc-là. Vous allez créer 7 fois un vrai pochon, un vrai Fate Pool avec 12 tuiles dedans, dont l'endos ressemble, ma foi. Non, pas tant que ça, ils ont mis un autre petit symbole. Là. En tout cas, c'est ce qui ressemble le plus aux tuiles de track qu'on a dans War of the Ring. Là. Fait que ça, vous allez faire un pochon avec ces 12 tuiles-là. Ça, c'est un vrai pochon parce que quand on sort la tuile, il n'y a pas de secret, on la montre à tout le monde. Puis bonsoir, fait qu'il devrait y avoir 12 tuiles entre guillemets grises là-dedans. Attention de ne pas colisser la tuile bleue puis la tuile rouge qui arrive en jeu via des événements, un peu comme dans War of the Ring. Le joueur du Shadow commence avec 6 dés. Pas trop ce qu'ils sont dans. Il doit y avoir une gimmick là peut-être dans Tabletop. Où sont les fucking dés? Où sont les fucking dés? En tout cas, on va y retrouver pour la prochaine vidéo. Une chance qu'on n'aura pas de besoin ici. Là. Un extra dé. Je peux vous montrer à quoi il ressemble. Bref. Ah ben, colis, c'est tout ça, les hosties de dés sont cassés dans. J'ai eu un message d'erreur. Ça, c'est quoi ça? Excusez. Clean up and draw cards. Ah ben, colis de sacrament. J'ai eu un message d'erreur, hostie, en ouvrant. Hein, exactement. C'est parce qu'il. C'est ça. C'est un vieux jeu, puis les modules sont pas tout à fait à jour, là. Un message d'erreur en ouvrant TTS, comme quoi il y avait un asset qui n'avait pas été trouvé. Je me suis dit, oh, c'est une figurine quelconque, hostie, que le sculpte ou le modèle. Et puis là, ben non, Chris, c'est les dés d'action, tabarnak. C'est important en hostie. En tout cas, les dés d'action, là, c'est ce qui ressemble le plus ou à peu près, de toute façon, à War of the Ring. Fait que vous avez les dés avec les fameux symboles dessus. Là, on va être capable quand même de faire la playlist en se fiant sur le Player Aid ici. Là, vous reconnaissez là, les symboles. C'est la même calice d'affaires que dans War of the Ring. Ça fait des choses différentes dans certains cas, évidemment, là, mais sinon, les faces de ces dés-là, c'est la même chose. Fait une première différence quand même notable, le Shadow commence avec 6 dés, le joueur des peuples libres avec 5. Fait qu'il n'y a pas une aussi grosse différence. Puis chaque joueur peut obtenir un dé de plus. Fait que c'est pas comme dans War of the Ring où le Shadow a une quantité honteusement élevée de dés par rapport aux joueurs des peuples libres, on n'est pas là. Ensuite, chaque joueur met de côté, puis là c'est compliqué parce que ces petites cartes-là ont le même card back que les cartes génériques. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais expliquer les règlements. Là. Mais tu sais, comme le joueur des peuples libres a 6 cartes de tactique qu'on appelle une carte de regroupement, puis il y a une carte pour chacun des types d'unités qu'il peut avoir sur le board. Puis le joueur du Shadow aussi en a 6, même affaire. Euh, vous les mettez pas vraiment dans votre main, là, vous les mettez à part, le style, c'est un peu messy, là, puis ça c'est une des affaires qui me fait le plus chier dans le jeu, là, mais vous allez mettre ces cartes-là, mettons, de côté comme ça, là, puis là, avant un combat, vous allez prendre les cartes des unités qui sont impliquées là, pour faire des petits tours de passe-passe. Les Great Bats, les chauves-souris, commencent en jeu pour le joueur du Shadow. Pour le joueur des Free Peoples, on a Gandalf, on a Thranduil, nul autre que le père de Legolas, Dane Ironfoot et Bard qui commencent en jeu, avec leur grosse carte à eux autres. C'est-tu locké, ça, Chris? Faut-tu que je déloque cette patente-là? En tout cas, normalement, ces cartes-là ont un endo, là. Ah, c'est ça, sont lockées.
Puis ça va vous dire, mettons, comme Tranduil is already in play at the start of the game, ça vous dit où le placer. Le setup vous dit aussi où le placer. Là. Fait que typiquement, on va les placer déjà de la face là, qui nous renseigne sur leurs habilités, leurs statistiques, puis leur gugus spécial. Voilà, bon, on est prêt à partir après ça. Une fois que ce setup-là est fait. Au niveau des conditions de victoire, bon, on va se laisser là-dessus pour tout de suite. Le joueur du Shadow gagne s'il a 10 points de victoire à la fin d'un tour. Important, à la fin d'un tour. Tous là, les termes techniques, là, euh, bon, les settlements qui ont des fortifications, les endroits qui ont des fortifications ici, là, ça vaut 4 points de victoire. Fait qu'on a le Eastern Spur qui vaut 4 points de victoire. On a la Front Gate qui vaut 4 points de victoire. Puis on a Raven Hill aussi qui vaut 4 points de victoire. Ensuite, nous avons les plus petites places qui sont pas mal moins bien défendues. Là, nous avons le camp, nous avons le Fallen Bridge, le pont tombé. Nous avons les ruines de Dale qui sont ici. Puis nous avons les Lower Slopes qui sont ici. Donc ça vaut 2 VP chaque. Fait que 4 VP ici, il y a 4 VP ici, il y a 4 VP ici, il y a un 2 VP ici, là, là et là. Fait que arrangez ça comme vous voudrez si vous êtes le Shadow, mais vous devez avoir 10 points de victoire à la fin d'une ronde. Ça veut dire que si pendant, ça ressemble à War of the Ring, si pendant un tour vous réussissez à l'avoir, mais que le joueur des peuples libres contre-attaque, l'important c'est à la fin du tour, est-ce que vous avez 10 points de victoire. La seule exception à ça, puis c'est tough en crise, si le Shadow contrôle le front gate, tant qu'il y a 10 points de victoire, n'importe quand, même en plein milieu d'un tour, il gagne la game. Okay? Fait que non seulement le front gate donne 4 VP, mais en plus, si le joueur de Shadow la contrôle, il n'a pas besoin d'attendre à la fin du tour pour faire son check de points de victoire. Son check de points de victoire est instantané. Mais, en tout cas, on peut comprendre ce que ça veut dire ce chiffre-là. C'est dur à prendre en hostie, la front gate par le Shadow. Le Free People Gang, c'est le même principe un peu que War of the Ring. Le temps est de son côté. Cette fois-là, au lieu que ce soit l'anneau, là, puis la progression des porteurs de l'anneau, c'est ce marqueur-là de fate, de destin, qui va avancer tranquillement pas vite sur ce track-là. Dès qu'il arrive à 15, c'est terminé, victoire des peuples libres automatiquement. C'est le Shadow qui a la pression, c'est le Shadow qui est sur une cédule, qui est sur une cloque. Le joueur des peuples, c'est la façon la plus classique que le joueur des peuples libres va gagner. Le joueur des peuples libres gagne aussi si Beorn entre en jeu. Fait que rendu là, ça veut dire que le marqueur de fate est au moins à 11, peut-être même plus loin. Si Beorn entre en jeu et que le Shadow a moins de 6 points de victoire. Et ça, c'est une condition de victoire, comme on appelle sur la chaîne, de pardon mon oncle, ou de mettre fin aux souffrances du joueur adverse. Essentiellement, si le Shadow a juste 5 points de victoire au moins rendu là, des petites nouvelles pour lui, mais ça ira pas en s'améliorant avec un hostie de gros ours enragé de 10 pieds de haut qui va arriver sur le champ de bataille. Là. Ça ira pas en s'améliorant pour lui. Fait que le jeu, l'arbitre met fin au combat. Le jeu met fin aux souffrances du joueur du Shadow à ce moment-là. Et c'est pas négligé pareil, le joueur des peuples libres gagne si Bolg est éliminé. Ouais, notre ami Bolg, en tout cas, il est ici, ça c'est sa carte, puis ça c'est sa miniature. Donc Bolg, qui est le fils d'Azog, je pense. Ouais, c'est ça, exact. On connaît notre histoire. Fait que Bolg, qui est un hostie de leader vraiment impressionnant, qui est nécessaire pour que le joueur du Shadow puisse avancer. Là, l'armée dans laquelle se trouve Bolg là, est à peu près très dure à arrêter, mais n'empêche, ça donne un petit thrill parce que le joueur du Shadow en a besoin, il veut l'utiliser, il veut le pousser, mais en même temps, si Bolg crève, le joueur des peuples libres gagne automatiquement. Fait qu'il faut faire attention aussi avec Bolg. Il y a des bodyguards, il y a des façons de se protéger, on va y revenir, là, mais si lui crève, c'est game over pour le joueur des peuples libres. Fait que si on pousse un petit peu trop le bouchon, si on est le Shadow, on pousse un petit peu trop le bouchon avec Bolg, puis qu'on le laisse dans une position vulnérable, des fois le joueur des peuples libres peut contre-attaquer. D'ailleurs, puis je termine là-dessus, il y a des contre-attaques réelles dans ce jeu-là. Il y a beaucoup plus euh, de à toi à moi. C'est sûr, là, vous regardez ici, c'est impressionnant. Là. Puis effectivement, là, c'est quand même le joueur du Shadow là, qui attaque le plus souvent. Là. Mais il y a des véritables manœuvres et des véritables contre-attaques qui sont possibles par le joueur des peuples libres. Puis ça, c'est trippant quand même. Là. Ça, ça peut arriver aussi dans War of the Ring, mais c'est beaucoup plus rare. Là, tandis que là-dedans, c'est un fait. Le joueur des peuples libres, surtout à mesure que la game avance, peut faire des contre-attaques vraiment, vraiment intéressantes. Fait que c'est parti pour cette playlist-là. Manquez pas la suite. À plus.